أولًا تفضّلي دكتور. أوكي، كي يكتب تفضّل. continuer لأن قالوا لي ستسجلون، قُلت لهم أوكي، أوكي. نبدأ. تفضّلي. إذًا مساء الخير جميعًا. Bonjour à tout le monde. Je vais parler de Ashbal Daesh et je peux même dire et si c'est un enfant. Ashbal est le pluriel de Shibl, le lionceau qui deviendra un jour le félin majestueux et seigneur de la jungle. Seulement les Ashbal ici sont des enfants enlevés par les soldats de Daesh en Syrie pour être endoctrinés. Ceux qui ont pu fuir et qui ont survécu témoignent aujourd'hui des crimes perpétrés et des exécutions des innocents sur l'ordre de Daesh alors qu'ils étaient encore enfants ou à peine adolescents. Les deux frères Youssef, 9 ans, et Moussa, 12 ans, racontent la cruauté commise par ces enfants qui furent d'abord arrachés à leur environnement familial, social et scolaire. Au début, ils nous offraient plein de cadeaux, ils nous emmenaient où on voulait, on les aimait bien, dit le petit Youssef. Son frère raconte la suite. Il nous emmenait à la mosquée. Après la prière, il fermait la porte, nous donnait des fusils et nous apprenait à nous en servir. Il nous encourageait et il flattait les petits qui les aimaient bien. Donc il les conduisait ensuite vers un camp de tir et leur apprenait à tirer sur des cibles préparées. C'est ainsi que Daesh faisait sa sélection. Lorsque l'État islamique s'est emparé des villes et des villages, les mères étaient interdites de sortie. Comme les mères étaient cloîtrées chez elles et les pères étaient loin de leurs enfants, comme les écoles étaient fermées, les enfants ne savaient plus comment s'occuper et jouaient alors la plupart du temps dans la rue. Aussi devenaient-ils des proies faciles pour les recruteurs d'enfants. Les pères étaient fouettés lorsqu'ils allaient aux écoles devenues écoles islamiques réclamer leurs enfants. Un enfant raconte: mon père est venu me chercher. Il a été battu, alors il n'est plus revenu. Il raconte également que les enfants pleuraient car ils souhaitaient rentrer chez eux, mais ils en étaient empêchés. Le petit Youssef, âgé de 6 ans, lorsqu'il avait été enlevé par Daesh, racontait que son jeu préféré était de courir avec le fusil et jouer comme les héros des westerns dans des films de cow-boys vus à la télévision. Les enfants furent transférés à Tabqa, qui est entre Raqqa et Halab, Alep, où séjournaient 150 enfants entre 6 et 10 ans. Youssef y est resté plusieurs mois. J'ai prêté allégeance. Ils nous ont montré comment nager, comment tirer et comment se faire exploser. J'ai commencé à pleurer. Je voulais rentrer chez moi. Les enfants qui ont réussi à se sauver ou les rescapés racontent l'endoctrinement quotidien, les images d'horreur qui défilaient du matin au soir et l'enseignement de la haine dans les villes fermées au monde. L'État islamique avait sa propre radio et son propre programme scolaire. Les langues étrangères étaient bannies, de même que les sciences. Seule la charia était enseignée et avait droit de citer. Daesh formait des enfants qui devenaient des assassins. Pour ce faire, les soldats installaient des écrans partout, racontent les rescapés, et diffusaient slogans et images pornographiques. Religion et sexe, religion et drogue aussi. Les kidnappings se multipliaient et les enfants arrivaient de plus en plus nombreux. À Deir Zour, par exemple, les télévisions étaient abolies et la ville était coupée du monde. Pour apprendre le calcul aux petits-enfants, on se servait des images des balles et des bombes. Les scènes des tueries sont devenues banales. Nous restons saisis par l'image de ce petit garçon de 4 ans qui a tiré sur un homme âgé d'une trentaine d'années en criant Allah Akbar. Un jeune adolescent qui a rejoint l'État islamique à l'âge de 13 ans avait une belle voix. Il chanta devant al-Baghdadi
l'épée va décapiter. Ce dernier lui offrit un pistolet et deux grenades. Un autre enfant raconte comment il mettait le petit frère dans la poussette et répétait les paroles de Daesh: Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, celui qui a fait des péchés va être décapité. L'enfant fit semblant de tuer son frère avec un couteau devant le regard du petit dernier qui commençait à peine à marcher. Suivent d'autres témoignages. Mon cœur s'est endurci. Je n'éprouvais plus de pitié pour personne, même pas vis-à-vis de mes parents ou de ma propre sœur. On voyait des gens se faire égorger, on s'en foutait. Le cœur est mort, disait Ahmad, dont l'enseignement de Daesh était fatal. Si tu vois ton père commettre une erreur, tu peux l'emmener ou l'emprisonner, même si c'est ton père. Ahmad poursuit: Une fois j'ai emprisonné mon frère, j'étais conscient de ce que je faisais, je ne ressentais aucune pitié envers lui. Je l'ai frappé et torturé, c'était normal pour moi. En fait, il s'agissait de vider l'objet libidinal, ici le frère, la sœur, le père, la mère, de son affiliation et de sa coloration qualitative. C'est normal signifie que l'objet perd ses qualités libidinales et psychoaffectives pour le sujet. C'est ainsi que les enfants ne ressentaient plus rien. S'étant habitués, ils n'ont peur de rien, disait un ex-professeur de l'État islamique. Dont tu seras brisé de l'intérieur, Sironi écrit: On ne peut torturer que si celui que l'on torture est pensé comme non humain, comme radicalement autre. Donc l'autre n'est plus conçu comme un semblable. On parle en psychanalyse de la désobjectalisation et de la désubjectivation comme figure du mal. Le lionceau de Daesh dira à l'instar de Éric Maria Rie, remarque: Nous sommes d'une indifférence terrible. Lionceau, chible. Le terme exalte le narcissisme de l'enfant qui n'a pas la capacité mentale ni psychique de réaliser ce qu'est un crime. Youssef raconte une décapitation à laquelle il a assisté à l'âge de 6 ans. Il mime le corps du décapité dans ses soubresauts avant de s'éteindre définitivement. Nous réalisons, en le regardant mimer le corps du décapité, qu'il n'a pas inventé, qu'il a réellement vu ce qui dépasse les capacités humaines de tolérance. Un homme commente: Cet enfant, si je le croise, je le tue, et je tue également ses parents, car à 14 ans, il sera le maître et entraînera d'autres enfants avec lui. 16 ans, il a déjà un passé de tueur derrière lui. Il vient de Raqqa, où existent des camps d'entraînement pour mineurs. Il appartient, comme d'autres enfants, au groupe des nettoyeurs. L'adolescent explique lui-même la signification insensée du mot. Nettoyeur désigne les adolescents qui finissent le travail, c'est-à-dire ils égorgent et mettent le feu, ou bien ce sont des agents de renseignement ayant des missions secrètes. Ils sont cagoulés de façon permanente, même avec les proches et les amis. Ils s'appellent tous Abouchlash. Nom et visage donc sont confisqués. Ils perdent ainsi leur identité. Ils égorgent ou dénoncent des gens. Beaucoup ont perdu la vie suite à ces dénonciations. Un type de mon village a été décapité à cause de moi. D'autres personnes ont été amputées à cause de moi, raconte le jeune adolescent de 16 ans. Un petit rescapé de Daesh arrive en Turquie. Il aime dessiner. On le voit dessiner. Il a une attirance pour le rouge. Disant: Je veux que la Syrie redevienne comme avant, il trace sur le papier le mot Allah. En parlant des exécutions, sa main dessine le mot. Le Ha de Allah ressemble à la corde du pendu. Youssef raconte la décapitation par sabre. Son frère mime une autre décapitation avec un couteau, refait le geste qui consiste à trancher la tête, mime le soubresaut du décapité. J'ai tout vu, dit-il. Disant j'ai tout vu, est-ce qu'il ne répétait pas
de façon hallucinatoire dans sa parole un mouvement d'apaisement de la tension et répétait en même temps ce qu'il ne pouvait que mimer sans parvenir à intégrer. Disant qu'il ne peut plus s'alimenter, l'enfant témoigne de la déréliction, du vécu agonistique, de la déchirure subjective et de l'extrême culpabilité. Je fais un petit rappel sur la notion de cruauté en psychanalyse. L'enfant, ici, non seulement se trouve propulsé dans un monde où le crime sévit, le sang coule et les individus explosent, mais devient, ou bien il est transformé en machine de guerre. Donc la cruauté de l'enfant prégénital qui ne vise pas la douleur d'autrui porte désormais l'empreinte d'une cruauté exercée à l'encontre d'autrui. Donc le rappel. Dans son travail sur la cruauté, Dominique Cuppa, relisant les textes de Freud, de Mélanie Klein et de Winnicott, rappelle qu'il y a une cruauté à l'aube de la vie psychique. L'agressivité appartient au processus de maturation de l'enfant, nous apprend la psychanalyse. Il existe par conséquent une violence primordiale et une continuité psychique entre l'agressivité et la sexualité psychique. La seconde étant un stade d'organisation de la première. C'est pendant cette période que l'enfant montre une cruauté caractérisée par des attaques imaginaires du corps de la mère. Déchirer le sein, attaquer le sein, vider le sein, etc. Le bébé ne se rend pas compte qu'il attaque ce qu'il aime et sa cruauté appartient à un registre en deçà de la culpabilité, nous dit Winnicott. L'objet résiste et survit aux attaques et aux pulsions cruelles. Et cette survivance de l'objet, donc l'objet est stable et permanent, nous dit Winnicott, malgré les attaques, donc cette survivance de l'objet est rassurante car elle place l'objet en dehors de l'omnipotence infantile. Winnicott écrit que l'agressivité liée à la libido est originaire et appartient à la charge pulsionnelle du ça. Ainsi, la cruauté revêt une valeur conservatrice et révèle l'intrication des pulsions de vie avec les pulsions de mort. La tendresse maternelle et l'environnement suffisamment bon travaillent justement à l'intrication de ces deux pulsions. Si la représentation du meurtre chez l'enfant existe dès le début de la vie psychique, parce que l'enfant souhaite éliminer celui qui le gêne, le papa, ou bien celui qui l'a détrôné, le frère, la sœur, celui qui lui a ravi l'amour parental et le sein nourricier, etc. C'est dans la configuration oedipienne que l'enfant forge des scénarios meurtriers. Toutefois, et ça c'est très important de le rappeler, la cruauté de l'enfant n'est pas le sadisme et ses pulsions sont amenées à connaître le refoulement. Le surmoi comme héritier du complexe d'Oedipe énoncera « tu ne tueras point ». Rappelons également que lorsqu'on parle du sadisme de l'enfant, il s'agit en fait d'une cruauté qui ne se satisfait pas de la douleur d'autrui. Évoquant la pulsion de cruauté qui fait partie des pulsions partielles, Freud explique que l'enfant n'est pas arrêté par la douleur car la compassion et la barrière de pitié ne font leur apparition que plus tard. L'enfant n'est pas en mesure d'évaluer et de juger des effets de ses désirs sur autrui. Par conséquent, cette cruauté infantile n'a rien à voir avec le sadisme de l'adulte. Elle n'est pas à confondre donc avec le sadisme de l'adulte parce que le sadisme de l'adulte vise la jouissance via la douleur infligée à l'autre. Mais les conditions de vie engendrées par la guerre, l'endoctrinement et les violences perpétrées par Daesh détruisent les capacités de rêverie de cette
fantasmatisation dont je parle et de la criminalité originaire et fantasmatique. L'agressivité autoconservatrice, qui débouchera sur des voies oedipiennes, ont une valeur organisatrice et structurante. Cette violence fondamentale, qui n'a pas encore une vectorisation objectale, se trouve ici compromise. On peut vraiment se poser, à juste titre, un ensemble de questions. Quel devenir pour cet enfant arraché à l'enfance par des excitations trop violentes qui lui sont imposées? Comment lier psychiquement une excitation qui dépasse les capacités représentatives, car violente et par définition effractive? Comment survivre psychiquement lorsqu'on a ôté la vie à son semblable? Qu'advient-il des capacités de symbolisation, de représentance et de survivance chez des enfants propulsés du jeu à la réalisation des actes insensés de cruauté? Quel est l'impact de l'acte sanguinaire sur la psyché d'un enfant? Quelles empreintes psychiques laisse la vision du sang? Quelles traces engendre la sensorimotricité? Quelle sera la régulation psychique chez des enfants confrontés à la réalisation de l'événement imaginaire joué au cow-boy des westerns au court circuit du fantasme et de l'acte? Donc, à la confusion entre fiction et l'acte réel. Nous tuons et vous rêvez, dit un détenu. Dit, lorsqu'on tue, on ne peut plus rêver ni fantasmer. L'on se souvient de ce passage dans l'Iliade d'Homère. Avant de partir affronter Achille, Hector prend un moment son fils dans ses bras et l'embrasse avant de le rendre à sa mère. On comprend donc que la guerre se fait entre les adultes. L'enfant qui est le devenir de l'humanité est à préserver. Or, dans l'état de Daesh, on a compté 300 000 enfants soldats, enrôlés, endoctrinés par des tortionnaires dont la décharge sensorimotrice était le mode prévalant de la régulation psychique. Ils devenaient eux-mêmes des bourreaux. Nous posons cette question extrêmement complexe: quelle représentation possible pour un acte commis pour le vouloir de l'autre, mais que j'ai accompli moi-même? Comment, après ça, oser parler encore de l'enfance face à ce qui écrase même les capacités psychiques de l'adulte? Et quel avenir pour ces enfants qui ont vécu l'excitation ravageante qui court-circuite la mentalisation et pulvérise la fantasmatisation? Quel devenir lorsque la culpabilité oedipienne inconsciente est écrasée par l'acte d'avoir envoyé des innocents vers le néant? Et quelle survie psychique pour ceux qui, de la tendre enfance, ont été propulsés vers un univers où l'on tue pour tuer, hors toute sanction, impunément, parce que le meurtre a été rendu possible? Quel avenir pour ces enfants qui ont côtoyé les expressions extrêmes de la pulsion de mort? Quel impact la diffusion des scènes sexuelles pornographiques mêlées aux scènes de violence a-t-il sur des enfants et des adolescents déjà fragilisés par leur enfance et leur adolescence? Et quelles traces ont laissé les scènes d'un réel de destructivité légitimée par le discours sur le bien en l'absence d'un tiers régulateur sur une psyché humaine encore frêle? Et quel héritage? Brecht, au sujet de l'exil, disait « une vie mutilée ». Mais existe-t-il un exil plus radical que l'arrachement de l'enfant à son enfance, que son exclusion hors la tendresse humaine? Parmi les enfants qui sont arrivés en Europe,
Beaucoup ont disparu. Déjà en 2015, 1 million de migrants et réfugiés seraient arrivés en Europe. Aujourd'hui, on compte plus de 10 000 mineurs disparus venant de plusieurs pays, dont la Syrie et l'Afghanistan. On déplore un manque de coopération entre les États européens qui faciliterait la tâche des réseaux mafieux. Les ONG parlent de crimes organisés et Amnesty International parle de trafic d'organes, d'exploitation sexuelle, de proies faciles à des trafiquants et à des pédophiles ou à des psychopathes lorsqu'ils ne sont pas exploités comme main-d'œuvre dans des ateliers clandestins de confection, c'est-à-dire une sorte d'esclavage. On leur a tout volé, disait Melissa Fleming. Pour terminer, ceux dont l'enfance a été mutilée nous invitent à réfléchir sur comment mieux construire nos systèmes de pensée. Ceux dont l'enfance a été volée nous invitent à revoir notre sensibilité d'humain et nos responsabilités aussi. Ceux qui sont privés de rêve nous invitent à plaider pour le rêve, le conte, le fantasme, l'imaginaire et la capacité mémoriale du récit, car en effet, à ces enfants, on a tout volé. Et merci. ميرسي دكتور. يعطيك العافية. كانت كتير حلوة وهيك شوكانت، في كتير أشياء عم نفكر فيها هلا، وكتير صراحة صرنا محمسين أكثر للكتاب. هو الكتاب بعد ما بعرف دكتور إذا بتقولي لنا أكثر، هو بعد ما صدر الكتاب، هو بعده بالفرنسي، مزبوط؟ مزبوط. بعد ما يعني نحن لقدام هيك بنتمنى نكون عم نترجمه للعربي ونكون عم ننشره، لأنه فيه كتير شغلات بتفيدنا، بما إنه للأسف كل بلادنا العربية هلا كمان منا يعني هي تحت حرب إذا بدنا نسمي، ومهم نحن نعرف شو موقعنا. لأن هو يعني فعلا العالم العربي تعرض لهزات عنيفة، يعني مش هذه أول مرة. كان النظام العثماني ومن بعد صارت الاستعمارات إلى آخره، ولكن أظن لأول مرة نرى استعمال الأطفال واستغلالهم بهذه الطريقة الوحشية، وأظن بأننا لم نفكر كما ينبغي في مستقبل هؤلاء الأطفال الموجودين، بعضهم في سوريا، بعضهم يعني لسه موجودين في الشرق الأوسط، وبعضهم موجودين في أوروبا، يعني اليونان، السويد أو ألمانيا إلى آخره. ففعلا يعني أنا لما شفت الروبورتاج ويعني وشفته مرات عديدة عشان أكتب هذه الصفحات، كان فعلا مخجل، لأن عندما نراه نقول مهما وصلت القساوة بالإنسان، يعني ما ممكن يمارس القساوة بهذا العنف وبهذه الطريقة الوحشية على الأطفال، لأن ولهذا السبب يعني ذكرت بأومير في الإلياذة، لأن الطفل هو مستقبل البشرية، فعندما يكون مستقبل البشرية هو بنفسه يعني قاتل أو تعرض لمحق قواته الفانتاسمية أو العقلية والنفسانية، فيعني كيف ممكن يكون مستقبل البشرية؟ وهذه أظن أول مرة في التاريخ يعني تتعرض منطقة لهذا النوع من الوحشية والقسوة. صحيح دكتور. أوكي. رح بفتح باب الأسئلة إذا حدا عنده أسئلة من الزملاء، فيكم عم يكتبون بالشات روم أو فينا نفتح الميكرو. صح. أوكي. بهالوقت أنا بدي أسألك دكتور، يعني نحن صرنا عم نشوف هلا إنه نحن عايشين
عم بحكي كمتخصصين بعلم النفس، في مننا محللين ومننا مش محللين ولكن متخصصين بعلم النفس، معالجين نفسانيين، ونحن موجودين بأرض إذا بدِّك بمجتمعات دائم فيها الحروب بكل أشكالها وأنواعها، وعم بيصادفنا كتير أشياء عم نشوفها. حسّيت قد إيه مهم نحن نحلّل إمم، هيدي الظواهر قبل ما نشوف كيف بدنا نشتغل فيها، لإنه نحن صرنا عم نشتغل بشكل عفوي نوعًا ما، لإنه كتير الأحداث عم بتكون متسارعة، قد إيه نحن عم نشتغل على حالنا، ولكن قد إيه بحاجة لنحلّل ولنعرف نحن شو موقعنا. يعني أنا باتذكّر دكتور كنّا عم نحكي مرّة وحضرتِك محلّلة وعندِك الpatient اللي عندِك وقُلتِ إنه بوقت الحرب دورِك كمحللة نفسانية يمكن بيتغيّر، ببطّل في هيدا الكادر اللي كتير rigid. آآ طبعًا، هيدي مهمة الpoint لإنه نحن طبعًا. بعدنا بلبنان بعد في عندنا أشخاص كتير rigid وما فينا نطلع برّات هيدي القصص. بالعالم العربي إيه كمان. بالعالم العربي، فباحب إنه يعرفوا الكل قد إيه مهم إنه نحن ما نكون كتير rigid بهيدي الظروف اللي عم نشوف فيها وحشية وعم نشوف فيها قساوة. يمكن نحن لازم نكون شوي أكتر هيك متعاطفين، ما بعرف شو رأيك؟ هو في الحقيقة التحليل النفسي أثناء السلام مش هو التحليل النفسي أثناء الحرب، هذه أولًا. ثانيًا يعني فعلًا لازم الواحد يكون عنده نوع من السوبليس لأن نستقبل لاجئين مدمّرين بكل معنى الكلمة، يعني اللي فقدوا بيوتهم واللي فقدوا أهلهم واللي فقدوا بيوتهم وأهلهم واللي فقدوا شبابهم واللي تعرضوا للاغتصاب وإلى آخره، يعني الحرب يعني كما يقول فرويد يعني يقول بأنه يعني أثناء الحرب كأننا لن نعرف السلم أبدًا، يعني كلّك تكون وحشية، فكيكونوا هم متعرضين للوحشية، فأنا يعني عندما أستقبل أو كنت أستقبل اللاجئين، يعني الشيء اللي فعلًا كان كتير صعب، وهو أنهم يحكيوا لي مثلًا عن ماذا يقع في الغوطة، أكون أنا قرأت قبل ما هو يحكي لي أو ما هي تحكي لي عن ما يقع في الغوطة، ففعلًا كيصير نوع من نقول بالفرنسي court circuit يعني لخبطة في رأس المحلل، لأن نحن في التحليل النفسي لا نحلل إلا الآثار على نفس الإنسان وخصوصًا عنده علاقة بعقد الطفولة وإلى آخره، بيد أن الآن يعني آمم، أن يعني لا أنصت إلى ما يقوله يعني في الحاضر، يعني عندما يقول لي مثلًا الناس dans un trou حفرة، فأنا كمحللة نفسانية عندما يقول لي الناس في حفرة، يعني ما أفكر في الحفرة بمعناها الجنسي أو في أشياء منها الحفرة حفرة ناس مدفونين في الحفرة فهذا كذلك يعني شيء كان كتير مهم بالنسبة لي يعني وما يزيد الطين بلة وهو أن عندما استقبلت اللاجئين وكنت أستقبل اللاجئين يعني بشكل كتير كان هناك تفجيرات في فرنسا فكذلك يعني الفرنسيين صاروا يتساءلون يعني هل أنا مع العرب أو هل أنا مع الغربيين فيعني فكتصير يعني هناك نوع من الأسئلة اللي كتخلي المحلل النفساني يفكر عن ما معنى التحليل أثناء الحرب صح. لأن لما قامت التفجيرات قاموا بها يعني في أغلب الأحيان مغاربة وأنا مغربية فالإنسان مثلا الفرنسي عندما يأتي كيصير عنده نوع من التردد هناك من بطل يعني ما ضل يجي لأن أنا عربية إلى آخره فكتصير يعني بعض الأشياء كثير العفو مش بعض الأشياء يعني لأن هذا مشكل اللغة مع العربية كتصير أشياء آه، تدعو إلى التفكير في ما معنى أحلل الشخص أثناء الحرب
ففعلا فعلا هناك يعني نرسم un autre cadre، يعني كادر من نوع جديد، حتى ممكن الواحد يشتغل والمسائل الطفولية، مسائل الطفولة يعني تأتي بعد وقت طويل. هذا اللي كنقوله في الكتاب، يعني في البداية كتحكي المريضة يعني كيف أترك أهلي في سوريا وأهرب أنا، يعني أنا غير متضامنة مع شعبي وأترك أرضي وأترك أبي. ونجد هناك كثير من اللي كانوا يردوا مثلا أقوال محمود درويش: إذا خرجنا كلنا يعني من سيدفن أهالينا إلى آخره. كذلك مسألة اللغة، يعني هل سأنسى لغتي العربية وهو كيحكي معي يعني، وهذا شيء كان مثلا كتير كتير جيد بالنسبة للاجئين السوريين أن عندهم محلل يتكلم معهم باللغة العربية. فكانت كتير من الأسئلة عن الحاضر. petit à petit، تدريجيا، شيئا فشيئا تخرج أشياء الطفولة، وهنا يعني نكون قد بدأنا كسب معركة. يعني الواحد، يعني المحلل النفسي بده يكون عم يعمل مثل قبل ما يبلش التحليل في شيء بده يعمله، وخاصة نحن بحالة حرب، يعني مثل مش هقول كسر الجليد، بس بده يترك الأمور ما يغوص يمكن لا ما يغوص، بالعمق. لازم بالفرنسي نقول ريسبتاكل، يعني كوعاء. وفي نفس الوقت يعني حتى هذا المريض او الشخص، يعني بدون ما يكون مريض يعني بالمفهوم الكلاسيكي للمرض، يعني اللي كان صارت عنده صدمة نفسانية، فهذا الشخص كذلك يعني رغم أني لا أقول شيئا يعرف بأني متضامنة. هذه مسألة كتير كتير مهمة، يعني كسب ثقة من جديد في الإنسان، لأنه يفقد ثقته بالإنسان. إذا كان الإنسان داعشي، إذا كان مثلا مثل سوريا هناك داعش وهناك النصرة وهناك شباب الشام وهناك وهناك وهنا، يعني 70 فرع ديني كلها تتقاتل، وهناك بطبيعة الحال جيش بشار الأسد، يعني فكيصير كأنه أتقاتل مع كل شخص ولا أعرف من هو عدوي في الحقيقة، لأن هناك الروس وهناك إيران وهناك يعني صارت كثير يعني الأعداء كثيرين. فحتى يكتسب ثقة في المحلل النفساني، يعني هذا يعني شيء لازمه وقت كبير، ولازمه يعني كنقول لازم نكون كوعاء وأحضن، وفي نفس الوقت يعني في صمتي يحس، هذه مسألة الإحساس، يشعر بأني فعلا متضامنة. ولكن يعني كذلك المسألة الثانية يعني التحليل أثناء الحرب، فنحن ننصت إلى ناس تحكي مثلا على أشياء طفولية، على مراهقة، أبي أمي إخوتي الجار الأستاذ الشغل إلى آخره. ولكن يعني والمحلل يكتشف أشياء من حياة الإنسان، وفي نفس الوقت طريقة الحكي، يعني هل هو حكي فيه صمت كتير، هل هو حكي يعني ما فيه صمت أبدا، فيه انفعال، فيه برودة، فيه إلى آخره، يعني la façon de raconter. فكل هذه الأشياء يعني تلعب دورا في التحليل النفسي. فقط اللي حبيت نقوله وآخر نقطة، يعني نحن كنا نرى الأشياء عبر التلفزيون، عبر واتساب إلى آخره، فيسبوك. فمثلا هذا الطفل الصغير الكردي اللي كان مرمي على البلاج، على الشاطئ، فقبل ما يتكلم عنه المريض أو تتكلم عنه المريضة كنت أنا قد رأيته وعرفت القصة. فهذا النوع كيسبب نوع من الوشوشة في ليكوت أناليتيك، في طريقة الإنصات. فهذه أشياء كلها كانت لازم تحلل عن ما معنى التحليل أثناء الحرب. كثير حلو، رائع. ميراي، عندنا بس سؤال من ميراي نصر الله، فينا نكون عم ناخذ. تفضلي ميراي. تفضلي ميراي. بالفرنسي ميراي من فضلك.
Ça va, bonjour. Bonjour Mireille. Bonjour madame, bonjour tout le monde. Je voudrais vous remercier comme d'habitude pour cet exposé auquel je suis rentrée récemment. Je n'ai pas su, mais quand même, j'ai compris un peu de ce qui se passe. Je voudrais bien vous poser la question, vous avez parlé de la relation entre le passage à l'acte et l'incapacité à la représentation, à l'imagination, voilà. J'aimerais bien que vraiment ce point soit pour moi bien clarifié. Je dirais en arabe, اللي عم بسأل عن العلاقة بين التصور وعملية اللجوء إلى الفعل. كيف اللجوء إلى الفعل يمنع عملية التصور؟ Merci madame. هي في الحقيقة ميراي يعني وانت كتشتغلي على هذه المسألة avec les filles des prisons هي un court-circuit de la représentation conduit à l'acte. Et l'acte engendre le court-circuit aussi de la représentation. Donc, ça devient un cercle vicieux. Pourquoi un court-circuit de la représentation? C'est parce que il n'y a plus cette capacité de psychiser les choses, c'est-à-dire penser psychiquement les choses. Donc, il y a, si vous voulez, une souffrance de la psyché qui n'a plus à sa disposition refoulement et d'autres mécanismes de défense. Et donc, l'acte, comme vous travaillez avec Sia Baldini, donc l'acte devient vraiment la conséquence de ce court-circuit de la représentation. Lorsque vous prenez par exemple l'hystérique, d'accord, elle a une souffrance corporelle, elle a une cécité hystérique, elle a mal au ventre, elle a mal à la cuisse, etc. Parce que l'élément oedipien refoulé, d'accord, est en train de la titiller, de l'interroger psychiquement. Le refoulement exerce toute sa force pour que l'amour pour le père ne sorte pas, mais en même temps, il y a le symptôme qui vient dire ben, il y a quand même quelque chose qui cloche, quelque chose qui bloque dans cette relation, à savoir que le complexe d'Oedipe n'a pas été suffisamment refoulé. Ça, c'est dans le meilleur des scénarios. Pourquoi? Parce que si on dit psychisation, c'est-à-dire qu'il y a un désir qui doit être refoulé, il y a la pulsion qui cherche à se manifester, ça crée un champ de bataille à l'intérieur de la psyché. Ça veut dire quoi, ça crée un champ de bataille à l'intérieur de la psyché? Ça veut dire il y a cette possibilité de conflictualisation psychique. Alors que chez celui qui a recours à l'acte, il n'y a plus cette possibilité de conflictualisation, c'est-à-dire la pulsion qui veut se montrer, moi qui dis Aïb ya bent. Donc il faut tomber sous la barre de l'inconscient et donc on peut négocier et tu sors comme sorte de refoulement, enfin comme sorte de compromis, c'est-à-dire le symptôme. Chez le psychopathe ou chez celui qui a recours à l'acte, le poseur de bombes, le violeur, etc., il n'y a plus cette possibilité de conflictualisation et de psychisation, et donc il y a quelque chose qui explose sous forme de pulsion brute. Vous voyez? J'entends pas. Bien. Je travaillais avec des personnes qui ont égorgé des soldats et je sentais quand il racontait les choses, il a égorgé 25 soldats, comme s'il racontait une histoire d'un quelqu'un d'autre. Oui. Alors là, je sens une dépersonnalisation, comme si lui, il n'est pas conscient de ce qu'il a fait. Il n'y a pas une culpabilité, et il est fier.
il est fier de ce qu'il a fait même, mais il est de Daesh. Et tout le monde autour de lui, il m'a dit, je ne savais pas comment tout le monde voulait me faire être sur Facebook. Je suis devenue connue, je suis Oui, maintenant un tout à fait, champion, je suis... tout à fait. alors là, comment faire avec cette personne-là une Oui, oui, psychanalyse, une oui, sensibilisation? oui, oui. Voilà. Parce que là, vraiment, c'est toute une partie dans mon livre sur la radicalisation. Effectivement, il y a des égorgeurs, les poseurs aussi de bombes, les faiseurs d'attentats, etc., qui, vraiment, comme vous le dites très, très justement, qui sont inconnus, anonymes, et grâce à ça, eh ben, ils deviennent dans leur tête des héros. كيصير بطل ويصير معروف, tout le monde le connaît, tout le monde connaît son nom, et pire que ça, il rentre dans l'histoire. Vous voyez? Et donc, ça convoque quand même les assises narcissiques du moi. Il y a un moi grandiose, vous voyez, pour rattraper en fait un vide psychique de néantisation, il lui faut un acte pour échapper à cette mort aussi. Mais vous avez plusieurs choses. Vous avez celui qui dit, bah oui, je n'ai fait que le bien, c'est-à-dire j'ai tué les mécréants. Donc là, il n'y a aucune culpabilité. Mais là, chez les Ashbal Daesh, comme ils étaient enfants, une fois adolescents, ils disent Nahnu khajlanin. Comment j'ai pu faire ça? Il y a quelque chose quand même. Il y a un garçon, celui dont j'ai parlé, qui s'appelle Ahmad, qui a 16 ans, il pleurait. Il pleurait en disant, j'ai torturé mon frère, j'ai dénoncé mon père, etc. Mais c'est que, si vous voulez, l'arrachement à Daesh l'a réconcilié avec l'autre partie de lui-même qui était complètement anesthésiée. Et vraiment, l'endoctrinement sert à ça, c'est-à-dire au clivage du moi. Et il y a une anesthésie psychique qui fait que mon père n'est plus mon père. Ça veut dire quoi, mon père n'est plus mon père? Ça veut dire que mon investissement libidinal, psycho-affectif et même symbolique n'est plus là. Ma sœur n'est plus ma sœur. Ça veut dire qu'il n'y a plus cet attachement. Vraiment, il faudrait penser au texte de Freud. On ne dépassera jamais Freud. En psychanalyse, je veux dire, on recourt tout le temps à Freud. Donc, pour introduire le narcissisme, Freud parle de cette énergie psychique, ce quantum d'énergie qui est part du moi pour être placé dans le monde extérieur. Là, placé dans la mère, placé dans le père, placé dans la sœur, le frère, le voisin, le cousin, le professeur, etc. Et bien, dans ces circonstances dont nous parlons, ben, il y a cette énergie qui est retirée aux objets. Mais c'est vraiment sous la pire des manières parce que c'est retiré de façon radicale. Mon père devient un étranger radicalement autre pour moi. Et ici, j'ai eu une jeune Française de 21 ans qui s'est radicalisée. Père français, mère française, vraiment souche française. Et elle s'est radicalisée et les parents m'ont contactée. Je l'ai vue des fois avec ses parents, je l'ai vue des fois seule. Et elle a souhaité arrêter parce que vraiment, ça l'interrogeait énormément. Et bien, ce qui est vraiment frappant, c'est que ses parents ne sont rien pour elle. Même le père, alors que normalement on dit toujours garçon, maman, petite fille, papa. Enfin, je veux dire, ces configurations oedipiennes, même si à un moment donné elles sont refoulées parce que le père devient pour moi mon papa que j'aime, mais il n'y aura jamais d'inceste avec le père. Mais là, dans le cas de cette jeune fille de 21 ans, j'étais vraiment frappée par ce que j'ai appelé tout à l'heure l'extrême indifférence à la souffrance des parents.
il ne valait rien. C'est là où on trouve le nazisme avec « c'est un rat ». C'est pour ça que j'ai parlé de la désobjectalisation et de la désubjectivation. Ça veut dire ce n'est plus un être humain. Et là, c'est pas simplement ce n'est plus un être humain, ce n'est plus mon père, ce n'est plus ma sœur, ce n'est plus ma mère, ni mon frère. Enfin, et ça, c'est vraiment shay rahib. Rahib. C'est effrayant. Et c'est là où on voit, d'un côté, le manque de psychisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus les pulsions libidinales, éros, qui permet justement l'ambivalence. Il n'y a que la pure culture de la pulsion de mort. Il n'y a que la pulsion de mort dans ses ravages et dans son visage le plus extrême, c'est-à-dire celui de la destructivité. طيب J'entends rien, Mireille. احنا نعمل لها unmute لميراي لأنه ما فيها نعمل Voilà. Alors là, il y a un autre qui a fait l'explosion, une grande explosion, qui me dit, moi, je n'étais pas conscient de ce qui se passait. Alors, comme si il ne savait pas Oui. où il était dirigé vers un seul but et les autres buts, même ses parents, ils n'y pensaient pas. Ils pensaient que c'est un homme, c'est un cheikh qui l'a conduit à ça et qui lui disait qu'on va tuer les autres et tout ça. Et lui, il ne voyait plus personne que cet ennemi-là devant lui. Il n'a pas pensé à d'autres choses, que des enfants vont mourir, que des femmes, voilà. Alors, il me disait, ça, je ne savais rien de tout ça. Mais, alors, comme si on fixe la pensée dans un seul but. Tout à fait. Mais c'est ça l'endoctrinement. Pendant vous savez, Daesh n'a pas vraiment tout inventé parce que pendant la période du stalinisme, il y avait des enfants qui dénonçaient leurs parents. C'est vraiment, c'est là où l'extrémisme joue à merveille dans la déshumanisation de l'humain. Le stalinisme aussi a eu des heures, j'allais dire, d'extrême violence vis-à-vis de l'humain et les parents commençaient à avoir peur de leurs enfants. Ce qui est vraiment, parce que quand on dit enfant, c'est vraiment, oui, c'est l'avenir de l'humanité, mais c'est la chair de ma chair. Comme dit Jarir, akbaduna tamshi ala al-ardi. Et donc, comment est-ce que je peux permettre à Kabidi de souffrir à ce point-là? Et c'est là vraiment où il y a la barbarie de Daesh. Et puis là, je n'ai pas parlé d'autre chose. Aussi, les talibans avec les enfants en Afghanistan. C'est vraiment, c'est une autre partie du livre. À partir des témoignages et à partir des écrits de Khalid al-Husseini, qui est un Afghan qui vit aux États-Unis, et on voit vraiment que l'extrême violence est dans le fait de salir l'enfant. Il y a cette question de salir, comme lorsqu'on salit une femme quand on la viole. C'est que vraiment, il y a salir, il y a humilier, il y a vraiment réduire à néant, parce qu'en arabe, l'arabe, vraiment, est une langue que j'admire et que j'aime. Ibn Mandour, violer, irtasaba, c'est néantiser son corps et son âme. C'est exterminer la psyché. الاغتصاب يعني في القرن 13 Ibn Mandour a écrit يعني اغتصب, c'est exterminer et le corps et l'âme. Donc c'est là vraiment la cruauté, d'où l'intérêt d'interroger
ce qui va advenir de ces enfants dont la cruauté autoconservatrice nécessaire, par exemple, je ne sais pas, toutes les mères connaissent cette expérience d'un enfant qui, lorsque les dents commencent à pousser et qui tire sur le sein de la mère. Donc, il le fait et ça, c'est une cruauté qui est en deçà de la culpabilité parce que l'enfant attaque fantasmatiquement. Or là, les enfants n'attaquent pas fantasmatiquement, ils attaquent réellement dans un court-circuit total entre le western et la réalité. Donc, que va être leur avenir? Et je crois qu'on ne sait pas suffisamment penser, enfin qu'on ne sait pas suffisamment arrêter pour réfléchir à ça. Et des fois, je me dis, on s'occupe du Covid, je veux bien, mais il n'y a pas que le Covid dans le monde. Il y a aussi toutes les conséquences qui ont découlé de l'État islamique, de la destruction de l'Irak, de la Syrie, enfin, il a arrêté. آخر سؤال هبة أو علي parce que là je reprends à 15h. مين عنده سؤال يلا مين عنده سؤال افتح له ميكرو سريع أفضل من الشات روم. خلونا نكون عم نسأل سؤال سينو لنكون عم نختم مع دكتور حورية. حدا عنده سؤال؟ اوكي طيب اوكي لكن دكتور ما بعرف هذا الموضوع بحس انه لازم ينعمل له حلقات وحلقات لانه كثير مهم وعن جد صرنا ساعه بنأيد يعني شغله كثير مهم حبينا المعلومات كلها كثير جديده. يعطيك الف عافيه. يعطيك العافيه دكتوره. انا يوم لان عندي الجامعه بكره النهار كله ويوم بعتي لي فقط هبه او انت علي فقط ميساج يعني عشان اتذكر ونبعث لكم بالنص يعني يعني حبيتوا ترجموه يعني اعملوا فيه ما بدكم. شكرا جزيلا. مرة ثانية أشكركما يعني على هذا العمل الجبار اللي أنتم كتقوموا به. شكرا هذا هيك جزء دائما من الأعمال اللي احنا بنعملها. ميرسي للجميع ويلا على بروشين. مع السلامة. مع السلامة.